الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها لننام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. Sont heureux de vous présenter les projets de classe qui sont élaborés en informatique et en dérive scientifique. Merci pour votre présence et soyez la bienvenue au nom de Madame la directrice. Puis, je vous ai fait une recherche sur les types de réseaux informatiques. Je sais tous que vous connaissez qu'est-ce qu'un réseau, mais saviez-vous quelles sont ses utilités ou bien ses types? Et bien aujourd'hui, j'ai fait cette recherche exceptionnellement pour vous expliquer ceci. Avant d'entamer notre recherche, nous allons commencer par la définition d'un réseau. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet de faire circuler plusieurs informations entre eux. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien déterminées. En termes courts, un réseau sert à relier plusieurs ordinateurs pour partager des informations et des données. Maintenant, parlons des types de réseaux informatiques. Je vais vous parler de 3 types de réseaux qui sont les plus utilisés. Le premier, qui est le LAN, le Local Area Network, les réseaux locaux, utilisés dans les entreprises permettant l'échange de données et le partage de ressources. Ensuite, nous avons le MAN, Metropolitan Area Network, qui est le métropolitain. Le réseau métropolitain qui permet la connexion de plusieurs sites à l'échelle d'une ville. Et enfin, nous avons les réseaux WAN, Wide Area Network. Le plus connu des WAN est Internet. Je vais vous expliquer d'abord les réseaux MAN, puis les réseaux WAN, et je vais laisser les réseaux LAN à la fin, puisqu'ils sont les plus utilisés dans le monde. Parlons maintenant des réseaux MAN, qui sont les Metropolitan Area Network. Un Metropolitan Area Network, MAN ou réseau métropolitain, est un réseau de télécommunications à large bande qui relie plusieurs LAN géographiquement à proximité. Un MAN sert à relier plusieurs ordinateurs entre eux, plusieurs LAN plutôt entre eux, pour partager des informations dans une très grande distance. Il s'agit en règle générale de différentes branches d'une société qui sont reliées à un MAN, via des lignes louées. Et voici un schéma du réseau MAN. Il relie plusieurs groupes de LAN qui est plus élevé que celui des MAN. Et voici un schéma du réseau WAN. Vous allez remarquer que c'est presque le même que le réseau WAN. Sauf que, prenons un exemple. Ces 3 ordinateurs se trouvent dans différentes villes. Le premier à Tokyo, le deuxième à Amsterdam, le troisième à Meknes. Le réseau WAN relie tous ensemble à une très grande distance pour partager des informations. Les réseaux WAN ressemblent au réseau WAN, sauf qu'ils se différencient car ils peuvent relier 2 ordinateurs ou plus à une plus grande distance, de ville à une autre, d'un pays à l'autre. Et enfin, parlons des réseaux LAN. Les ordinateurs doivent être réunis sur un réseau. Cela se fait généralement sous la forme d'un réseau LAN car il est le plus utilisé dans le monde. Un tel réseau peut relier 2 ordinateurs d'une maison ou entreprise. D'une maison ou alors plusieurs centaines d'appareils au sein d'une entreprise. Mais également des réseaux dans des institutions publiques comme les administrations, les écoles, les universités, etc. Ils sont généralement mis en œuvre sous la forme d'un LAN,
une norme connue très répandue pour les réseaux locaux câblés et le protocole Ethernet. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un protocole Ethernet, je vais vous l'expliquer maintenant. Définition du mot Ethernet. Ethernet est un protocole qui désigne un protocole de réseau local, LAN. Celui-ci se base sur des commutations de paquets et sur des câbles en paire torsadés pour permettre de relier plusieurs machines entre elles. Et voici une image d'un câble Ethernet mais RG45, car il existe plusieurs types de câbles Ethernet comme le RG11 qui se base sur la communication. L'Ethernet s'agit d'un câble utilisé pour la transmission des données informatiques. Il permet de connecter votre console, votre décodeur TV ou encore votre ordinateur à une connexion Internet. Le câble Ethernet prend également comme surnom connexion filaire, puisque contrairement au Wi-Fi, ce câble vous relie à Internet, à une connexion par exemple. Parlons maintenant des topologies filaires du LAN, car les topologies filaires du LAN. Il existe deux types de LAN, les LAN filaires et les LAN sans fil. Les LAN sans fil se divisent en trois groupes, qui sont le Wi-Fi, le WiMAX et le Bluetooth. Mais aujourd'hui, je vais vous parler et se baser sur les réseaux locaux, les réseaux LAN filaires, qui sont de trois topologies. La topologie bus, la topologie anneau et la topologie étoile. La topologie bus sont des ordinateurs reliés à la même ligne de transmission par un câble. La topologie anneau, ordinateurs reliés entre eux dans une boucle fermée. Les données circulent dans un sens unique et les ordinateurs communiquent chacun à leur tour. Et enfin, la topologie étoile, ordinateurs reliés à un matériel informatique comme un hub ou un switch, qui assure et gère les communications entre les différents équipements. Parlons de la topologie en bus. Un réseau en bus est une architecture de communication où la connexion des matériels est assurée par un bus, partagé par tous les utilisateurs bien sûr. Les réseaux de bus permettent de relier simplement de multiples matériels, mais posent des problèmes quand deux machines veulent transmettre des données au même moment sur le bus. Les systèmes qui utilisent une topologie en bus ont normalement un arbitre qui gère l'accès au bus. Et voici une image de la topologie en bus. Nous avons 5 ordinateurs reliés entre eux dans une ligne de transmission qui est la ligne en gras qui transmet les données d'ordinateur à un autre. Et de chaque côté, nous avons les bouchons. Les bouchons servent à régénérer le signal pour lui donner une force. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients d'un réseau en bus. Premièrement, des avantages. Facile à mettre en œuvre et à étendre, ce qui veut dire qu'ajouter des ordinateurs est facile. Utilisable pour des réseaux temporaires, ce qui veut dire que l'installation est facile et présente l'un des coûts de mise en réseau les plus bas, ce qui veut dire que son installation est d'un prix très très bas. Et maintenant parlons des inconvénients. Longueur du câble et nombre de stations est limité. Comme par exemple, dans un réseau en bus, on ne peut pas dépasser 10 ordinateurs reliés entre eux. Un câble coupé peut interrompre le réseau, ce qui veut dire que le réseau ne reste plus fonctionnel. Les coûts de maintenance peuvent être importants à long terme. Les performances se dégradent avec l'ajout de stations. Si on ajoute un ordinateur au nombre maximum, le réseau peut se dégrader. Faible sécurité des données transitant sur le réseau. Toutes les stations connectées au bus peuvent lire toutes les données transmises sur le bus. Parlons de la topologie en anneau. Toutes les machines sont reliées entre elles dans une boucle fermée. Les données circulent dans une direction unique. Les ordinateurs communiquent chacun à leur tour. Cela ressemble à un bus, mais qui serait refermé sur lui-même. Le dernier nœud est relié au premier, puisque le réseau en anneau est d'une forme sphérique ou ronde. Et il utilise la méthode d'accès à jetons, qui est le chocolate point. Et voici une image de la topologie en anneau. Nous avons ici la topologie en anneau, 5 ordinateurs reliés entre eux, et le jeton. Que veut dire le jeton? Le PC3. L'ordinateur met l'écoute dans le réseau. Il questionne le jeton, est-ce qu'il est libre ou bien occupé? S'il est occupé, l'ordinateur se met en liste d'attente automatiquement. S'il est libre, il lui transmet les messages
message qu'il veut envoyer au PC3 et le jeton passe sur tous les ordinateurs et il compare l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'adresse physique d'un ordinateur ou d'une machine. Elle est codée en hexadécimal et chaque ordinateur possède une seule adresse MAC dans le monde entier. Alors, continuons. Le jeton passe sur tous les ordinateurs et compare l'adresse MAC. Si c'est la même adresse MAC, il lui donne accès pour lire le message. Les avantages et les inconvénients d'un brique du réseau en anneau. Parlons premièrement des avantages. La quantité de câbles nécessaire est réduite. Le protocole est simple, il évite la gestion des collisions et aussi des diffusions. Fonctionne mieux qu'une topologie de bus sous une lourde charge de réseau. Il est assez facile à installer et à reconfigurer, car rajouter ou déplacer ou retirer plutôt un matériel nécessite de déplacer seulement 2 connexions. Parlons maintenant des inconvénients. Le retrait ou la panne d'une entité active et paralyse le trafic du réseau. Le délai de communication est directement proportionnel au nombre de nœuds du réseau. Le déplacement, l'ajout et la modification de machines connectées peuvent affecter le réseau. Et enfin, parlons de la topologie en étoile, qui est la topologie la plus améliorée. Les équipements du réseau sont reliés à un système matériel central, le nœud. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différents équipements du réseau. Dans cette topologie, tous les nodes sont interconnectés grâce à un switch. Il y a encore quelques années, c'était par un hub, ou bien un concentrateur. Et voici une image de la topologie en étoile. Nous avons 5 ordinateurs, une imprimante, reliés au port du hub ou bien du switch. Il y a une très grande différence entre le hub et le switch, puisque le concentrateur, si par exemple le PC1 va envoyer un message. Parlons enfin des avantages et des inconvénients du réseau en étoile. Les avantages, ajout facile de poste, ce qui veut dire qu'on peut facilement ajouter des ordinateurs au réseau. Localisation facile des pannes, puisque s'il y a une panne dans le réseau ou de la topologie en étoile, le switch peut facilement la détecter. Le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau. Si on débranche un ordinateur, le réseau reste fonctionnel. Simplicité éventuelle des équipements au niveau des lieux. C'est le concentrateur qui est intelligent. Évolution hiérarchisée du matériel possible. On peut facilement déplacer un appareil sur le réseau. Parlons maintenant des inconvénients qui sont: il est plus coûteux qu'un réseau à topologie en plus. Achat du concentrateur et d'autant de câbles que de nœuds. Si le concentrateur est défectueux, tout le réseau est en panne, puisqu'il est le nœud central. Utilisation de multiples routeurs ou switches afin de pouvoir communiquer entre différents réseaux ou ordinateurs. Enfin, merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Hibatullah Mouffawi, élève du CM22. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche sur le système d'exploitation Linux. D'abord, je voudrais remercier mon maître d'informatique, M. Yassir Reissi, de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce travail. Le plan. Linux en quelques mots. Son créateur. La naissance du noyau, dit kernel. L'importance de Linux. Mandriva Linux. Red Hat. Conclusion. Linux en quelques mots. D'abord, on va commencer avec une définition d'un système d'exploitation. Un système d'exploitation est l'ensemble des programmes et aussi l'intermédiaire entre l'utilisateur et la machine. Linux est un système d'exploitation, ou plutôt un noyau. Il est distribué sous une licence open source. Sa liste de fonctionnalités est assez similaire à Unix. Son créateur. Linux naquit des mains de l'ingénieur esprit de Linus Torvalds lorsqu'il était étudiant en informatique dans sa jeunesse. Il travaillait sur le système d'exploitation Unix, logiciel propriétaire, et pensait que ce dernier n'avait besoin d'amélioration. Cependant, lorsque ses suggestions furent catégoriquement rejetées par les concepteurs originaux d'Unix, il pensa à lancer un système d'exploitation
qui sera réceptif aux modifications suggérées par les utilisateurs eux-mêmes. Ce fut le début d'une longue aventure. Linus Torvalds, c'est lui qui a créé Linux. Quand il était étudiant en informatique, il travaillait sur un système d'exploitation qui était un logiciel propriétaire. Il a pensé qu'il avait besoin d'amélioration, mais les propriétaires de Unix ont refusé. Alors, il pensa à lancer un nouveau système d'exploitation qui sera réceptif aux modifications suggérées par les utilisateurs. La naissance du noyau, dit kernel. Donc, Linus a conçu un noyau nommé Linux en 1991. Bien qu'il ait besoin de programmes tels que gestionnaire de fichiers, les éditeurs de documents et programmes audio-vidéo. Pour s'exécuter, ce dernier devint rapidement sujet à une amélioration constante. Au fil du temps, il a collaboré avec d'autres programmeurs dans des endroits comme MIT, Massachusetts Institute of Technology. Diverses applications pour Linux ont commencé à apparaître. Ainsi, vers 1991, le système d'exploitation Linux fonctionnait avec un nombre limité d'applications a été officiellement lancé. Linus Torvalds a été aidé de les ingénieurs de l'Institut Massachusetts pour qu'ils puissent mieux collaborer son système d'exploitation. L'importance de Linux. La principale importance de Linux a captivé les programmeurs et les développeurs par sa capacité à utiliser le noyau même de Linux pour concevoir leur propre système d'exploitation personnalisé, c'est-à-dire directement accéder à la base de cette merveilleuse et complexe architecture pour adapter au mieux leurs applications au système. En quelques années, une nouvelle vague de systèmes d'exploitation conviviaux et uniques a envahi le monde de l'informatique. Parmi ces concernés se trouvent Windows et Macintosh. Ainsi, Linux a réussi à s'acquérir une place importante malgré la montée en flèche incontestable de ces nouveautés. Il y avait une vague de systèmes d'exploitation qui a envahi le monde de l'informatique et ils étaient trop forts. Et même si Linux a pu faire sa place parmi ces systèmes d'exploitation. Avant, je voudrais dire que le système d'exploitation est composé en deux types. Un système d'exploitation privé et un système d'exploitation open source. Le système d'exploitation privé, pour l'installer, il est payant. Et pour l'open source, il est gratuit et toutes les gens en connaissance peuvent le modifier. Mandriva Linux. Mandriva Linux est une des distributions de Linux, comme par exemple Windows. Windows 7, 8, 10, 11, etc. sont des versions. La différence entre version et distribution, c'est que distribution pour Linux, Linux c'est le noyau. Et il y a, parmi les distributions, il y a Mandriva, Red Hat, etc. Et chaque distribution a sa société. Mais pour Windows c'est la seule société qui donne beaucoup de produits. Le système d'exploitation Mandriva Linux, anciennement Mandrake Linux, a été créé en 1991 pour rendre plus simple l'utilisation de Linux. C'est un système d'exploitation très performant. Les points forts de Mandriva Linux: un ordinateur sous Mandriva Linux est aussi simple à utiliser qu'un ordinateur sous Windows ou Macintosh. Le Power Pack Mandriva Linux incluant 2300 applications dans une suite Office professionnelle complète et une assistance à l'installation coûte environ 10 fois moins que son équivalent Microsoft Windows plus Office livré sans aucun support technique. Ça, c'est le bureau de Mandriva Linux, parmi les distributions de Linux que je viens de dire. Ça, c'est le bureau 1, 2, 3 et 4. Par rapport à Windows, il n'y a qu'un seul bureau. Red Hat. Red Hat est l'un des principaux contributeurs au noyau Linux et aux technologies associées au sein des communautés open source. Leurs ingénieurs travaillent à l'amélioration des fonctions, de la fiabilité et de la sécurité pour garantir une infrastructure performante et stable, quel que soit le cas d'utilisation et la charge de travail. Red Hat aussi, c'est l'un des distributions de Linux comme Mandriva. Ça, c'est le bureau de Red Hat. Ce schéma résume le fonctionnement d'un système d'exploitation. Operation System, le système d'exploitation. The US acts like a bridge between the application software and the computer hardware.
L'operating system, le système d'exploitation, est l'intermédiaire entre les applications et les équipements de l'ordinateur. Users need application software to carry out tasks. The software needs the operating system in order to communicate with the hardware. L'utilisateur a besoin des applications software pour pouvoir faire beaucoup de tâches. Et les applications software ont besoin du système d'exploitation pour être en communication avec les équipements de l'ordinateur. Merci pour votre attention. Au sujet de l'informatique, la seconde concerne l'éveil scientifique. Au nom de Madame Lina et de moi-même, je tiens à remercier en premier lieu les élèves pour leur motivation et leur investissement dans les projets. Nous n'avons fait que les conseiller et les encadrer. Encore une fois, bravo et merci. Les élèves de CE2 vont vous faire découvrir les volcans. Savez-vous pourquoi on les appelle des volcans? Moi, je peux vous dire pourquoi. Le mot volcan vient du mont Vulcanus, c'est le lieu du feu dans l'Antiquité romaine. De plus près, le volcan est un relief de forme conique qui permet la sortie du magma depuis la profondeur vers la surface à travers des cassures de la croûte terrestre. Et toi, Alain, sais-tu de quoi se forme un volcan? Non, je suis impatiente de le savoir. Moi, je sais, je peux vous dire comment se forme un volcan. Quand les plaques bougent, le magma se profile jusqu'à la surface et forme un volcan. On en sait un peu plus sur les volcans maintenant. Moi aussi. On essaie de comprendre de quoi est composé un volcan. Oui, pourquoi pas? Le volcan est composé de 3 parties. La chambre magmatique qui contient du magma. Ce magma provient de la fusion de roches plus profondes. Et la cheminée qui conduit le magma jusqu'à la surface. Et le cratère qui se trouve au sommet du volcan par lequel il rejette la lave. Vous avez remarqué que la lave ne coule pas de la même façon? Oui, je crois parce qu'il existe différentes sortes de volcans. Il y a 2 sortes de volcans. Le volcan effusif, appelé aussi le volcan rouge, qui émet les coulées de lave fluide et c'est le moins dangereux. Le volcan explosif, appelé aussi le volcan gris, à cause des gaz, des cendres et des poussières et c'est le plus dangereux. Et ce n'est pas tout. Le volcan peut exister sous 3 états. Volcan en éruption qu'on appelle volcan actif, volcan inactif depuis longtemps qu'on l'appelle volcan en sommeil et volcan inactif depuis très longtemps qu'on l'appelle volcan éteint. Les volcans nous font peur, certes, mais même si ça vous étonne, ils sont aussi bien utiles. Ah bon? Oui, ils sont utiles pour l'agriculture car ils donnent des sols fertiles. Et à l'industrie car on utilise les cendres pour construire des bâtiments. Ils attirent les touristes, ce qui contribue au développement de l'écotourisme ou du tourisme écologique. Et enfin, on peut exploiter la chaleur dégagée pour produire de l'électricité. Et maintenant, chers parents, nous allons vous laisser avec une petite expérience. Merci pour votre attention.
Les aliments sont classés en groupes et ce en fonction de l'élément le plus important qui les constitue. Ces groupes sont les protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, les glucides, sucre, confiserie, féculents, la confiture et tout ce qui est sucré, les lipides, beurre, huile, graines et quelques fruits secs comme les noix et les amandes. Eau, sels minéraux et vitamines, fruits, légumes, boissons naturelles. Calcium et protéines sont dans les produits laitiers. Ont représenté les besoins alimentaires sous forme de pyramide que l'on appelle la pyramide alimentaire. Les aliments que nous devons consommer en grande quantité sont à la base, alors que ceux à éviter sont au sommet de la pyramide. Chaque jour, nous devons consommer au moins 5 fruits et légumes et boire 1,5 litre d'eau. Bonjour docteur. Bonjour Radim. Docteur, que deviennent les aliments que nous consommons et quel est le trajet parcouru dans notre corps? Les aliments traversent le tube digestif. Les aliments traversent le tube digestif où ils subissent des transformations. Le tube digestif est constitué de différents organes. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et qui se finit par l'anus. Pour plus de renseignements, consultons les spécialistes. Je suis la bouche. Dans la bouche, je suis la bouche. Les aliments sont mâchés et ramollis par la salive. Je suis le sauvage. Les aliments dans le sauvage passent sans changer. Je suis l'estomac. Dans l'estomac, les aliments sont transformés en bouillie et deviennent acides. Je suis l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, les nutriments passent dans le sang. Je suis le sang. Les nutriments sont conduits par le sang à tous les organes. Je suis le gros intestin. Les déchets s'accumulent dans le gros intestin, puis sont évacués par la nuque. En conclusion, l'homme est omnivore. Il a donc besoin d'aliments d'origine animale et d'autres d'origine végétale. Pour rester en bonne santé, évitez les fast-foods et les sucreries. Mesdames et messieurs, au nom de tous ces organes, nous vous remercions. Merci. Continuité de l'espèce. La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle. Nous allons plus précisément traiter la reproduction chez les oiseaux. Les oiseaux sont des animaux ovipares, c'est-à-dire que l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf. Chez les oiseaux, la reproduction est sexuée. Elle nécessite un mâle et une femelle. Contrairement aux mammifères, chez les oiseaux, la femelle possède un seul ovaire qui fabrique des ovules. L'ovule mûr tombe dans l'oviducte. Dans l'oviducte se forment nécessairement la coquille, les membranes et le blanc d'œuf qui est un protéine. L'œuf que pond la poule se compose d'une coquille calcaire. Sous la coquille, on trouve deux membranes fines. Au centre, le jaune d'œuf fixé par deux tortillons. Le blanc d'œuf qui est un protéine, l'albumine. Sur un côté de l'œuf, on trouve la chambre à air. Développement de l'embryon du 1er au 6e jour. Du 1er au 6e jour se forment tous les organes. Le cœur, les poumons, le tube digestif et les organes sexuels, mâles ou femelles. Formation des plis et solidification des os et du bec, le blanc a complètement
Le 14e au 21e jour, le 14e au 21e jour, l'embryon occupe tout l'œuf. Le jaune diminue. Le 21e jour, les coups de bec du poussin lui permettent de casser la coquille et de sortir. C'est l'éclosion. En conclusion, pendant les 21 jours, l'embryon de la poule se développe à partir du germe. Il se nourrit du blanc et du jaune d'œuf et respire à partir de la chambre à air. D'autres exemples chez d'autres oiseaux. La période d'incubation chez la poule est de 21 jours, mais elle n'est pas la même chez tous les oiseaux. Chez la caille, elle est de 16 à 18 jours. Chez la dinde, elle est de 28 jours. Chez le pigeon, elle est de 18 jours. En conclusion, le nombre d'œufs et la période d'incubation n'est pas la même pour tous les oiseaux. Exemple, la poule peut pondre 5 œufs par semaine, alors que chez les pigeons, 2 œufs à chaque couvée. Et pour que l'œuf éclose, il nécessite une température constante de 35 degrés. Il ne doit pas dépasser 38 degrés, sinon le poussin aura de la fièvre. Chez certains oiseaux, le mâle et la femelle couvrent les œufs à tour de rôle, comme chez le pigeon, alors que chez d'autres oiseaux, comme la poule, uniquement la poule qui couvre les œufs. En conclusion, les oiseaux sont des animaux vertébrés, ovipares, c'est-à-dire que l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf. La femelle possède un seul ovaire et les œufs doivent être couvés pour éclore. Les élèves du CM2 vous remercient pour votre attention. Vous présente le projet sur 3 thèmes. Le premier thème, l'électricité. Comment l'électricité nous est fournie? L'électricité est fournie grâce à des générateurs qui sont liés à des fils de haute tension et l'électricité est mesurée en mégawatts. J'ai fabriqué un circuit électrique simple monté en série, c'est-à-dire que les 2 ampoules s'allument et s'éteignent ensemble avec le même interrupteur. En plus, si l'une des ampoules est grillée, l'autre ne marche plus car elle devient détachée du circuit électrique. Ce jeu repose sur le principe du circuit électrique simple ou parallèle. Chaque déforce électrique doit s'allumer avec son symbole. Exemple. La lampe. J'ai fabriqué un circuit électrique domestique qui se compose d'un compteur qui compte la consommation en kilowatts par heure et le dispositif de sécurité, le disjoncteur et le fusible. Le disjoncteur se déclenche en cas d'anomalie et le fusible protège les appareils et les machines et les ampoules en cas de surcharge et de court-circuit. Troisièmement, les fils et les fils. On distingue 2 fils, le fil phase et le fil neutre. Le fil phase qui est chargé est dangereux et le fil neutre le bleu. Merci. Cette maquette représente le système solaire, qui se compose du Soleil, qui est une étoile au centre, et des planètes qui gravitent autour du Soleil. Chaque planète a son propre orbite. La Terre est la 3e planète qui détermine le jour et la nuit, et tourne autour du Soleil en 365 jours et 6 heures. Cette révolution détermine les saisons. Je mesure en bar ou en pascal.
La pression atmosphérique est une force exercée par l'atmosphère sur la Terre et il se mesure en centimètres de mercure. J'ai fabriqué une fontaine qui fonctionne suivant le principe de la pression. La pompe produit de l'air. La pression de l'air étant supérieure à celle de l'eau, l'eau pompée revient dans le réservoir d'une manière continue. Merci.